Bonjour à tous, je suis très content d'être là aujourd'hui. Je me présente, donc je suis Adrien Co. Donc, je suis le CEO et un des fondateurs de Biocortex. Je suis médecin biologiste de formation et j'ai un parcours un peu spécifique parce que j'ai été, après l'internat, j'ai fait un PhD en radiothérapie, donc en oncologie, donc dans un domaine complètement différent de ma spécialité de base en médecine. Mais ça m'a permis de voir le monde du diagnostic, bien sûr, avec la bio, et de voir le monde de la thérapeutique, recherche clinique, recherche fondamentale avec la cancéro, bien sûr. Donc c'était quand même pas mal pour un médecin de voir les deux. Et on a fondé Biocortex depuis 2017, et donc ça fait assez longtemps qu'on fait du digital. Donc maintenant, voilà, on connaît quand même bien. Je suis avec 3 autres associés. Il y a un pharmacien, un biologiste, il y a mon frère qui est médecin biologiste, et on a un IT, parce qu'il faut toujours des IT, sinon ça ne fonctionne pas. Et donc je vais vous expliquer un peu aujourd'hui. L'enjeu, c'est de vous parler un peu de ce qu'on fait, mais surtout de comment on voit les choses, nous, pour la recherche clinique, et les données, l'accès aux données, etc. Et je précise qu'aujourd'hui, on est ici parce qu'on est dans un partenariat avec Dassault Systèmes, avec Outscale en particulier. Et ça rejoint un peu la thématique d'avant, de dire que tous les outils qu'on a, et c'est très bien qu'ils soient portés sur des clouds souverains. Donc ça, c'est quelque chose qui est effectif. Et on est issu de Paris Santé Campus. Alors, leur partenariat arrive après, mais en fait, nous, on a commencé à travailler ensemble depuis plus d'1 an avec Dassault. Et il y a aussi des enjeux, pas qu'avec Outscale, mais aussi avec Medidata, effectivement, leur filiale qui gère la recherche clinique. Donc, en gros, aujourd'hui, on va parler un peu d'intelligence artificielle, mais finalement, le sujet principal, c'est de se dire que c'est effectivement un avenir pour la recherche clinique et pour tout ce qui gravite autour de la fabrication des médicaments, etc. Mais il y a quand même un challenge à rappeler avant, et moi je suis plutôt là pour ça, pas pour vous expliquer comment sont faits les algorithmes pour designer les essais cliniques, etc., mais plus pour vous dire que pour que ces intelligences artificielles fonctionnent, il faut qu'elles aient des accès à des données de qualité. Et pour avoir accès à des données de qualité, il faut aussi avoir accès à des patients. C'est quand même la base. Je ne dis pas ça parce qu'on est médecin beaucoup dans la boîte, mais enfin, c'est quand même la base. Donc on va essayer d'expliquer ça parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité, c'est un des gros pain points pour l'industrie pharma, quand ils veulent faire des médicaments, c'est de trouver des gens, en fait, des patients. Et c'est quelque chose d'hyper compliqué. Ça fait qu'il y a beaucoup d'essais cliniques qui s'arrêtent ou qui sont ralentis. Alors, c'est à la fois un impact financier pour l'industrie pharma, mais aussi pour les patients qui n'ont pas accès aux nouveautés. Les médicaments se développent plus lentement. C'est perdant pour les praticiens comme pour les patients et pour les industriels. Donc, ce n'est pas une très bonne nouvelle qu'on continue à fonctionner comme ça. Une fois qu'on a dit ça, on pourrait se dire ok, mais alors si le système actuel ça fonctionne pas, est-ce qu'il y a un autre moyen de trouver des patients, d'en avoir un accès à ces patients, et puis quel genre d'outils digitaux vont pouvoir améliorer cet accès aux données et pour construire les IA de demain, comment ça pourrait fonctionner. En fait, naturellement, aujourd'hui, on se tourne vers les hôpitaux, parce que c'est les premiers recruteurs pour trouver des patients, trouver des données sur les patients, etc. Il y a les associations de patients aussi, puis il y a eu quand même pas mal de tentatives sur les réseaux sociaux, ça marche plus ou moins. Donc ça, c'est naturellement ce qu'on fait, parce que c'est là où on se dit qu'il y a des patients. Et que c'est peut-être le plus accessible, parce qu'il y a aussi les spécialistes qui gèrent ceux qui donnent les médicaments dans les essais cliniques. Donc c'est pour ça qu'on se tourne naturellement vers les hôpitaux et les grands centres de recherche, comme Gustave Roussy ou j'étais, c'était exactement ce qu'on faisait. Moi, je dirais qu'il y a en fait 3 challenges. Il faut prendre la question dans l'autre sens. C'est-à-dire se dire, OK, si je veux améliorer tout système et des outils digitaux, il va falloir que je trouve des réseaux de santé hyper importants. Et quand je dis des réseaux, ça permet de se dire, les médecins, ils fonctionnent, eux, tous en libéral en général. Donc si on parle à un médecin, plus un médecin, plus un médecin, c'est quand même assez compliqué. Je prends l'exemple des généralistes en France. Mais si on se dit, OK, si on regarde des réseaux type, par exemple, réseau de cliniques privées, style Ramsay, ce genre de choses, OK, ça fait qu'en parlant à une personne, on parle à des tonnes de cliniques, donc potentiellement des milliers de patients qui viennent. Aux États-Unis, ils se sont dit la même chose. Ils ont dit, si on parlait à CVS, par exemple, les réseaux de pharmacie, c'est intéressant, des milliers de pharmacies partout, des patients qui viennent. Bon, quand on vit aux États-Unis, on voit que c'est plus des boutiques qu'autre chose, mais il y avait de l'idée, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut se dire, OK, quand on fait des outils digitaux et qu'on veut avoir un accès au patient et à sa donnée, moi, je le dis en tant que praticien, c'est quand même mieux que les outils digitaux qu'on propose aux praticiens soient bien connectés et interopérables. Alors, c'est des mots qui sont pas très glamour, l'interopérabilité, mais si on n'est pas interopérable avec le système de base du médecin,
c'est sûr que si on lui met 14 plateformes externes, jamais il va l'utiliser. Enfin, au début, il va l'utiliser pour voir, ça va le faire marrer. Après, il va oublier ses codes et puis c'est terminé. C'est des trucs hyper basiques en fait. C'est de la transfo digitale de base en fait ça. Donc, il faut quand même toujours se dire, ok, comment je vais connecter tout ça avec le système de base du médecin. Et ensuite, il faut se penser au patient. C'est quand même le plus important, c'est se dire, OK, si on fait tout ça, il faut qu'à la fin, il soit gagnant, le patient. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de la décentralisation des essais cliniques. Ce n'est pas juste pour faire des économies, c'est aussi pour faire en sorte que les patients soient mieux dans la recherche clinique et que, du coup, mieux ils sont, plus on a accès à des données avec eux, plus c'est vertueux pour tout le système, en fait. Donc, c'est ces 3 challenges-là. Et en fait, nous, ce qu'on se dit, parce qu'on vient du monde du laboratoire d'analyse, que finalement, c'est pas si mal le laboratoire d'analyse, même si c'est pas très connu, bon, à part avec le Covid, vous avez tous été faire vos tests PCR, c'est pas hyper connu dans leur fonctionnement. Et il faut comprendre que les labos d'analyse, aujourd'hui, c'est des réseaux internationaux. C'est plus une boutique, plus une boutique. Maintenant, c'est des gros réseaux. On a, par exemple, aux États-Unis, c'est du LabCorp Quest Diagnostics, c'est 10 000 labos, donc des points de collecte partout dans le pays, chacun. En France, en Europe, ça va être Cerba Healthcare, Unilabs. Donc, ça veut dire que c'est aussi des points de collecte près de chez chaque patient. Donc, si on pense décentralisation, on se dit, ça peut être pas mal aussi, quoi. En termes de chiffres, en nombre de patients par jour, Cerba, par exemple, c'est 100 000 patients jour. Unilabs, pareil, 100 000 patients jour en Europe. LabCorp et quoi, c'est 600 000 par jour. Donc, en termes de force de frappe quotidienne, c'est assez monstrueux. La deuxième raison, c'est que tout patient va à un moment donné aller dans un labo d'analyse, quelle que soit sa pathologie. Donc on va parler de pathologies très rares, donc on a forcément des gens avec des maladies rares, donc ok, ça donne accès à ce genre de patients, mais on a aussi des patients qui ont du diabète, qui ont des prédiabètes, on a vraiment de tout, des gens qui sont dans des pré-maladies, c'est-à-dire qui ne sont pas encore malades, mais qui sont dans les stades avant, des patients qu'on voit pas à l'hôpital en fait, parce que si vous prenez l'exemple du diabète, on va pas à l'hôpital quand on a un prédiabète, c'est après qu'on y va. On avait le même problème pour les gens qui avaient le Covid, les formes graves allaient à l'hôpital, mais ceux qui étaient pré-formes graves, ils n'y allaient pas. Donc si on voulait les diagnostiquer plus tôt, c'était les labos d'analyse qui les voyaient. Et la dernière raison, c'est tout ce qui est autour de la data. Parce qu'en fait, si on réfléchit, ils ont un volume ultra important. Un labo, en moyenne, c'est entre 80 et 100 patients par jour qui passent en France. Aux États-Unis, ça va être plutôt dans les 50, 60, ça dépend des centres. Mais ça fait un volume énorme. Donc, on a le premier V qui est quand même très important. Ensuite, on a une grosse diversité de données. On a des données qui sont... Il y a des données qui sont toutes bêtes, mais savoir qui a prescrit, quelle est la spécialité du médecin, quel est le bilan, qu'est-ce qui est présent sur la prescription. Ensuite, l'âge, des choses comme ça, de l'épidémio simple sur les patients. C'est aussi des données très importantes et variées. Ensuite, si on arrive à structurer la donnée clinique et à ajouter de la donnée clinique à tous ces patients qui viennent, ça veut dire qu'on peut croiser de la donnée biologique avec de la donnée clinique. Ça veut dire que votre résultat de glycémie, il va avoir pas du tout la même valeur si on sait que le patient il est diabétique type 1, type 2 ou diabète gestationnel, etc. Codification, ça veut dire se baser sur les standards ATC, SIM10, code Loink pour la biologie. Et on peut parler de SNOMED et tout, mais le plus important, c'est de structurer la base. Ensuite, leur boulot, c'est de bien faire les analyses biologiques, de rendre les résultats de la meilleure manière. Donc, en termes de véracité, c'est hyper bien qualifié pour la biologie. Et si vous avez un système qui permet de bien qualifier la donnée clinique, vous avez quelque chose de très robuste pour la véracité. Et le plus important, c'est le V de la vélocité, parce que les patients, en fait, dans les labos d'analyse, il faut comprendre qu'ils viennent, mais qu'ils reviennent. Un diabétique, il va revenir tous les 3 mois. Les maladies rénales chroniques, c'est pareil. Les gens, ils reviennent tout le temps. Et même les gens qui viennent qu'une fois par an, c'est quand même une fois par an. Ils viennent faire un check-up, etc. Donc, ça veut dire qu'on collecte de la donnée de manière dynamique tout le temps sur les patients en longitudinal et avec tout le temps des nouveaux patients. Donc, c'est quelque chose qui permet d'imaginer que l'accès à la donnée ne pourra pas être un truc simplement rétrospectif, mais prospectif, puisqu'on va aller suivre ces patients, on va les avoir régulièrement. En fait, du coup, chez Biocortex, notre boulot, on fait plein de trucs différents, mais on fait un truc simple, c'est qu'on digitalise le parcours patient. C'est-à-dire, vous êtes à la maison, vous voulez enregistrer votre dossier, votre prescription, vous ne voulez pas faire la queue, vous avez un QR code, vous arrivez au labo, il y a un système qui vous permet de vous accueillir sur une borne, c'est nous aussi qu'on est capable de faire ça, vous enregistrez, vous n'allez pas au secrétariat, et derrière, il y a un préleveur ou une préleveuse qui vous reçoit et qui aussi travaille avec une tablette et en fait fait son travail, ce qu'on dit la phase pré-analytique, c'est-à-dire vérifie votre identité, vérifie que la prescription a été bien enregistrée et prend des renseignements cliniques.
Et c'est là qu'on a mis un système hyper particulier qui permet de structurer toutes les données cliniques quand le préleveur vous demande bah, vous venez pourquoi aujourd'hui, ah ok vous venez pour ça, vous avez quoi comme maladie et tout ça. Nous on a besoin de le savoir quand on valide les dossiers des patients. C'est quelque chose qui est obligatoire, c'est pas toujours très bien fait dans tous les labos, mais au moins avec un système comme ça, ils sont guidés, tous les préleveurs, ils sont un peu obligés de passer par ces étapes-là. Et on a des systèmes, ensuite on a d'autres systèmes qui sont en train d'arriver pour une bonne raison, c'est augmenter la productivité des laboratoires, leur donner des KPI sur ce qui se passe réellement dans le laboratoire, mais aussi finalement structurer toutes les données et donner un accès. Et en fait, on a créé un système qui permet de dire, OK, tous ces gens-là, il y a une plateforme où on peut définir des critères d'éligibilité et dire, OK, sur ce moteur de règles, ce patient, il est intéressant pour l'étude A ou l'étude B. Il y a par exemple Unicancer qui cherche des patients de plus de 50 ans pour telle raison. Et ben c'est ici, c'est comme ça que ça va marcher. Et finalement, c'est le préleveur qui va devenir, et c'est le centre de biologie qui devient un sorte de co-investigateur pour screener des patients. Ça ne veut pas dire qu'il va dire est-ce que vous êtes OK pour prendre le médicament, mais il va trouver des patients qui seront des futurs patients éligibles pour les centres investigateurs. Mais on peut imaginer encore plein d'autres choses, puisqu'on peut prendre des tubes supplémentaires, faire des analyses supplémentaires, poser des questions supplémentaires. Ça veut dire que ça a une très très grosse force en prospectif. Et je dirais qu'en fait, nous, on a une approche que j'ai calée sur nos chers de Medidata, puisque finalement, on travaille un petit peu ensemble. On a une approche patient, c'est se dire, OK, nous, tous nos outils, en fait, ils sont faits pour être au contact du patient, soit à travers le praticien, donc les préleveurs, les biologistes, etc. Peut-être demain, les généralistes, hein, on ne se ferme pas la porte à ça. Et aussi au contact des patients directement à travers des outils d'enregistrement en ligne et ce genre de choses. Ça permet d'avoir vraiment quelque chose qui va pouvoir pousser demain aussi à de la décentralisation, d'être présent à la maison avec le patient, etc. Donc ça, c'est notre approche patient pour avoir un accès direct ou indirect à lui. Ensuite, on a une approche data. Et dans l'approche data, en fait, on a trois choses. C'est structurer toutes les données de chaque patient qui vient tous les matins au labo. Aujourd'hui, on en est à quelque chose comme 70 000 patients par jour qu'on gère tous les jours, à qui on va structurer les données cliniques, biologiques. Ça leur fait un suivi dans le temps et on va pouvoir faire plein de choses à partir de là. Ça veut dire qu'à partir de ces données, on peut déjà faire des études de faisabilité en prospective, se dire, OK, est-ce que tu pourrais me donner le taux de dysglycémique de la population française sur tes 600 labos pour là où tu as mis ton application? OK, ben on fait des demandes, le patient, on le prévient, tout ça avec une approche prospective. On va pouvoir aussi traquer, entre guillemets, ces patients. Ce qu'aime bien l'industrie pharma, c'est une espèce de tokenisation pour pouvoir faire du suivi longitudinal des patients. Donc ça va être possible aussi. Il va falloir développer des plateformes qui existent déjà. Medidata utilise des plateformes comme ça pour faire le transfert de ces données finalement de ceux qui sont investigateurs pour screener les patients, de ceux qui sont investigateurs pour, dans le futur, donner des médicaments, les médecins vraiment investigateurs de recherche clinique. Et puis après, faire des systèmes en fait, de collecte un peu spécifiques. Et le dernier point, c'est l'expérience de l'étude. C'est-à-dire maintenant, quand vous allez monter une étude, le premier truc à faire, c'est que vous allez faire des études de faisabilité. Vous allez pouvoir faire des designs un peu tailor-made. Et là, l'intelligence artificielle va pouvoir intervenir très fort parce qu'elle va se baser sur ce qu'elle voit des données là et finalement qui est lié à l'accès qu'on a donné aux patients. Donc tout est lié pour qu'en fait ces IA, elles puissent fonctionner pour manager au mieux, pour dire la répartition des sites, elle est en fonction de la répartition des maladies. Donc il y a plus de gens qui ont telle maladie dans le sud de la France. Donc les IA vont tout de suite naturellement dire OK, c'est vers ces centres-là qu'il va falloir travailler. Et ça peut être fait au niveau mondial à partir du moment où on a des labos d'analyse avec nos systèmes partout. On va pouvoir faire du tracking, on va pouvoir faire vraiment du design vraiment hyper tailor-made, vraiment sur mesure pour les essais cliniques et pourquoi in fine, c'est pour que ça marche le mieux possible et qu'on aille le plus vite possible pour recruter les patients, pour avoir des informations sur eux et pour vérifier que les médicaments qui sont produits fonctionnent. Et un dernier plan, un dernier focus, c'est de se dire, bon, bah, c'est bien de dire tout ça et tout, mais il faut quand même se rappeler que quand on fait du digital, il faut quand même qu'il y ait derrière une valeur apportée pour ceux qui vont délivrer la donnée au-delà des patients. Là, on parle de l'industrie de la biologie médicale. Et en fait, si on les observe, leur chaîne de valeur, eux, bon, ils ont évidemment tous les professionnels de santé en contact, mais c'est qu'ils ont des réseaux. Ils ont la capacité de collecter des échantillons tous les jours, et c'est pas rien parce que ça change un peu le niveau d'études en termes de si c'est plus ou moins invasif pour le patient, mais là comme il vient pour ça, c'est déjà dedans. Ils ont une logistique de dingue, ce qui fait qu'un tube, s'il doit être envoyé pour de la recherche clinique en Allemagne ou je sais pas où, cette logistique existe déjà, donc c'est hyper important. Ils ont la capacité d'analyser et de produire des résultats. Mais aujourd'hui, on voit que
vous le savez, je pense que vous entendez, que c'est lié à la nomenclature. Même aux États-Unis, il y a une nomenclature pour chaque analyse pour gagner de l'argent qui fait qu'ils gagnent plus ou moins de l'argent. Mais ils sont un peu dépendants de ce système-là. Donc aujourd'hui, en fait, leurs profits, ils baissent. Et on est obligé de parler de ça, même si moi, en tant que médecin, les profits, ce n'est pas forcément ce que je vais rechercher, mais c'est nos clients, donc il faut quand même s'adapter un petit peu à leurs besoins. Et en fait, c'est leur expliquer que on peut disrupter leur chaîne de valeur grâce à l'apparition d'un nouveau service, finalement, d'un nouveau service dans leur chaîne de valeur. C'est vous avez cette capacité d'identifier des patients, vous avez un accès aux patients directs. Votre plus grande force aujourd'hui, c'est tout l'ensemble de ce qu'on a dit là, mais c'est aussi d'avoir des gens qui viennent tous les matins, en fait, et de pouvoir donner 5 minutes, de prendre 5 minutes supplémentaires ou 2 minutes à chaque patient pour collecter des données, obtenir le consentement, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui va pouvoir leur donner accès à des nouvelles sources de revenus, mais aussi une nouvelle médicalisation pour eux et d'être un peu plus au centre du médical, ce qui n'était pas toujours le cas. Et en fait, je prends le parallèle de la chaîne de valeur d'industrie pharma. Finalement, eux, ils ont fait la même chose. Ils développent des médicaments, ils ont plein de trucs autour. Bon, je ne précise pas cette chaîne de valeur, mais ils sont en train d'être disruptés aussi par l'arrivée de plein de systèmes qui gèrent la big data. Même Dassault Systèmes travaille sur le jumeau digital, ce genre de choses. C'est pour faire avancer la médecine de précision et pour faire en sorte qu'ils délivrent les meilleurs médicaments plus rapidement et que tout le monde soit gagnant. Et nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est que ces deux chaînes de valeur chez Biocortex, on les rapproche, en fait, celle de la biologie médicale et celle de l'industrie pharma. Et à partir de ces deux chaînes de valeur, on crée notre proposition de valeur qui est, voilà, c'est ce que j'ai expliqué, de travailler avec des gros réseaux, permet d'aller plus vite dans le recrutement des sites de recrutement, d'avoir de la data enrichie et puis d'avoir des nouvelles technologies. Et puis de travailler tout ça dans un environnement sécurisé. C'est aussi pour ça qu'on est là, pour travailler avec des systèmes comme ceux de Dassault. Et donc voilà.